Auditeurs de la radio de l'espoir, la 105.7, bonsoir. Chers amis du Club de la Presse, c'est un plaisir incommensurable de vous retrouver et de vous savoir de plus en plus nombreux dans votre émission interactive qui vous parvient, vous le savez, tous les dimanches à 13h en temps universel à partir de notre maison de radio 6 à Koza. Chers auditeurs et amis, la Guinée est encore à un carrefour. Un autre carrefour de son histoire. Sans désemparer, un rond-point de l'inconnu et de l'incertitude. Malgré les tumultueuses péripéties et les dérapages souvent dramatiques qui ont émaillé le processus du dialogue politique inclusif, les Guinéens ont massivement répondu présent le 28 septembre en allant voter dans le calme et la sérénité au compte des élections législatives pour la désignation de 114 futurs députés à l'Assemblée nationale souveraine. Pour votre rappel, l'Assemblée nationale est l'institution du corps des élus chargé de prendre des décisions et de voter des lois au niveau national ou supranational. Il constitue le deuxième pouvoir après l'exécutif. Mais à peine sorti de cet épisode, voilà une épée de Damoclès brandie par l'opposition qui exige non seulement le retrait de ses représentants dans les commissions de centralisation, mais qui plus est, lors d'une conférence de presse tenue vendredi 4 courant à la Maison de la Presse, demande l'annulation pure et simple du scrutin en raison, selon elle, des nombreuses irrégularités constatées avant, pendant et après les opérations électorales. Faute de quoi, elle va battre le pavé, le macadam. Une nouvelle pierre de jeter dans le jardin de la paix. Considérée comme telle, faut-il craindre des dérapages et un retour à la case de départ? Au sortir de la plus longue transition de son histoire politique, la Guinée a-t-elle besoin de tout ça? Notre pays déjà fragilisé par tant de sacrifices, peut-il véritablement sécuriser ses populations et attirer les investisseurs? La Guinée parviendra-t-elle à éviter le chaos de l'ethnocentrisme et de la politique politicienne? 55 ans d'indépendance et de souveraineté nous permettent-elles de nous mettre en harmonie avec nos convictions et regarder ensemble dans la même direction? Que peut faire le facilitateur Saïd Djinnit pour sauver ces élections? Voilà, chers amis et auditeurs, autant de questions auxquelles nous devons répondre avec lucidité et discernement. En tout cas, pour notre part, les oripeaux de la transition ne doivent pas nous amener à perdre le sens de la République. Pour nous aider à répondre à ces innombrables questions, qui sont d'ailleurs les vôtres, nous avons un invité spécial. Spécial parce qu'il est aujourd'hui, n'ayons pas peur de le dire, l'homme public préféré des Guinéens, toutes ethnies confondues. Spécial aussi parce qu'il est devenu au fil des ans une référence dans le combat pour la paix en Guinée et en Afrique. Nous l'avons souvent eu dans cette émission, répondant toujours prêt au rendez-vous avec le peuple et disant les mots tels qu'ils doivent être dits, si c'est pour évacuer l'exaspération de son peuple ou faire le sapeur-pompier pour étouffer les brasiers politiques. Il a lors de chacun de ces passages ici reçu vos félicitations et les témoignages de votre satisfaction pour ces hauts faits. C'est cela qui est essentiel, la satisfaction de nos aimables et distingués auditeurs et amis du Club de la Presse. Vous l'avez aisément deviné, cet invité spécial, il s'agit de Dr Sékou Gouressi Condé qui n'est plus à présenter. Bonjour Dr Sékou Gouressi Condé. Oui, bonjour Ben Traoré. Bonjour. Réalisation technique, Aboubakar Sidiki Diabaté. Co-animation, l'inaltérable. Celui qui, bec et ongle, va défendre son titre de meilleur journaliste de l'an 2002 et qui va vendre très cher sa peau. Le sprinter des médias, Talibé Bari. Et la Guinée, comme on l'a dit, est à un carrefour, à un tournant. Est-ce que vous conviendrez avec nous que nous sommes à la croisée des chemins avec ce bras de fer annoncé entre
pouvoir, opposition et la CENI par rapport à ces élections législatives du 28 septembre 2013. Est-ce que l'heure est réellement grave, docteur? Oui, l'heure est assez grave, mais encore une fois, je ne désespère pas, puisque l'histoire des républiques et même l'histoire singulière de la République de Guinée nous a enseigné, je dirais pas habitué, nous a enseigné des escales, des carrefours, comme M. Ben Traoré le dit si bien, qui ont inquiété, qui étaient chargés d'émotions. Mais en fin de compte, le génie guinéen a remporté et tout se passe comme si la Guinée se sort ou s'en sort miraculeusement des ghettos, des obstacles et des pièges qui lui sont régulièrement tendus par les Guinéens eux-mêmes. Et donc, c'est pourquoi en parlant de la société guinéenne, j'aime parler des sociétés guinéennes, des sociétés civiles guinéennes. Et c'est pourquoi je fais appel à l'ensemble, en toutes les composantes de cette grande société guinéenne pour prendre en compte la mesure du moment et dire effectivement le moment est grave. Mais pour autant, c'est la société qui va interpeller le personnel politique. C'est la société qui doit interpeller l'État. C'est la société qui oriente. Et je le dis comme exemple. Si la société globale, si la société civile, américaine par exemple, n'avait pas accepté l'ouverture et la redéfinition des orientations, le président Obama, démocrate ou républicain, n'aurait jamais accédé au pouvoir aux États-Unis. C'est quand la société sait se faire entendre que le personnel politique se plie. Nous sommes à un moment où la société civile, la société globale, la société générale, 12 millions de Guinéens tout court, vous les journalistes, les artisans, les infirmiers, les enseignants, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux et les jeunes et les moins jeunes sont obligés aujourd'hui de s'unir pour interpeller le personnel politique de la mouvance ou de l'opposition pour leur dire le moment est suffisamment grave. Puisqu'il y a un mot qu'on ne dit pas assez, il faut le dire. C'est la guerre civile. La Guinée tourne autour de la guerre civile de deux manières. Autour du précipice. Autour de la guerre civile. Au bord du précipice. Au bord du précipice. Parce que tous les pays qui nous entourent ont connu cette catastrophique expérience. C'est Dieu qui nous a épargnés de cela. Et tout se passe comme si il n'y a rien à faire. Nous cherchons les voies et moyens pour en arriver là. Et donc vous dites que tous les ingrédients quand même sont... Tous les facteurs et les cofacteurs sont réunis parce que la fragilisation ou la fragilité de l'État que le président de la République a signalé au départ, il a dit « j'ai hérité d'un pays et non d'un État ». C'était ne pas dire suffisamment la réalité de l'administration en Guinée. On en reviendra. Il faudrait que le personnel politique, donc les hommes et les femmes engagés dans la compétition pour la conquête du pouvoir, se rendent compte que ce pouvoir ne pourra s'exercer que dans un pays tranquille, paisible et vivable. Et c'est cet appel que nous lançons au début. Nous allons rentrer dans le détail. Docteur Gouressi, est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous êtes politique, vous êtes inclus dans cette question, est-ce que vous pensez réellement que les politiques courent pour leurs propres intérêts ou est-ce qu'ils courent pour l'intérêt du peuple? Le politique, et d'abord je vais parler de l'opposition et de la majorité, est consacré par la Constitution. Dans la République et dans la démocratie multipartite et participative, il est normal et recommandé qu'il y ait une majorité et une opposition. Mais n'attendez pas des politiciens qu'ils s'occupent prioritairement de l'intérêt général et que rien que de l'intérêt général. La conquête du pouvoir, à un certain égard, si on n'est pas sorti d'une guerre et si on n'est pas en face d'une menace géographique, une catastrophe indiquée, il est tout à fait difficile, encore une fois, lorsqu'on n'est pas dans un contexte sous-régional, un contexte mondial de crise amorcée et ciblée, n'attendez pas des acteurs politiques qui luttent contre l'ethnocentrisme. C'est le raccourci qui leur permet d'arriver au pouvoir.
N'attendez pas des partis politiques qui luttent contre la corruption au moment de la campagne. C'est eux qui distribuent les t-shirts. Ils ont besoin d'argent. Le plafonnement des dépenses n'est pas fixé. Le rôle de l'administration n'est pas établi, n'est pas respecté. C'est une compétition et le cas guinéen se fragilise dans la mesure où depuis 2006, l'État guinéen, en tant que structure de régulation neutre et impartiale, active et opérationnelle, n'existe pas. Donc, finalement, n'attendons pas des acteurs politiques, de la mouvance ou de la majorité qu'ils nous disent c'est l'intérêt général d'abord. Ils ont accumulé tellement de frustrations, tellement de blessures, tellement de rancunes qu'aujourd'hui, c'est la défiance. C'est-à-dire que les uns disent ceci et les autres répondent cela. Les uns disent ceci et les autres répondent cela. Et la réponse de la population a été claire et nette. Malgré tous les reports, malgré les discussions, les conditions de ces reports, les manifestations, les morts d'hommes, les dégâts, les pillages, on a appelé 3 à 4 fois les Guinéens d'aller voter, on a reporté. Le jour où on a dit, cette fois-ci c'est la bonne, c'est le 28 septembre, les Guinéens sont allés voter dans la discipline, dans le calme, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est la plus grande leçon que l'on puisse donner au personnel politique en Guinée. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut mettre en cause cette valeur? Est-ce qu'il faut aujourd'hui annuler tout ce processus parce qu'on a constaté, selon l'opposition, des irrégularités avant, pendant et après ce processus? Et on peut se faire une idée des différents accords de code de bonne conduite. Est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre à terre tout ce acquis? Écoutez, telle n'est pas la question. Là est le souci, mais ce n'est pas la question à mon avis. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition, à travers son porte-parole, M. Aboubakar Silla, à travers le doyen ou un de ses doyens, M. Sidia Touré, à travers le chef de file de l'opposition, Elhadji Cellou Dalein Diallo. Donc cette opposition a fait des déclarations, a signalé des irrégularités, a insisté sur un dysfonctionnement. Mais des irrégularités à quel niveau? Le dysfonctionnement à quel niveau? Le manque d'organisation à quel niveau? Pour être précis, c'est à la CENI de répondre à ces questions-là. Il faut que ceci soit extrêmement clair, premièrement. Secondement, que ce soit M. Mamadou Cellou Dalein Diallo lui-même, ancien Premier ministre de son État, deuxième aux élections présidentielles de la République de Guinée, que ce soit M. Aboubakar Silla, ancien ministre de la Communication, porte-parole de l'opposition, que ce soit M. Sidia Touré, ancien Premier ministre de son État, président de l'UFR, que ce soit M. Lansana Kouyaté, sous-secrétaire général des Nations Unies, secrétaire exécutif de la CEDEAO, que ce soit Kassori Fofana, ministre de l'économie, avec toutes les compétences acquises dans l'administration, la gestion des grands projets en République de Guinée. Malgré ces compétences, malgré ces références, ce sont d'abord des citoyens et que des citoyens. Donc, des citoyens qui ont le droit d'exprimer une opinion, une revendication par rapport à une situation précise. Surtout que cette situation leur est conférée, cette position, ce statut, leur est conférée par la Constitution. C'est à l'État qu'il appartient de répondre. La CENI, c'est un organe de l'État. L'Assemblée nationale, c'est un organe de l'État. Même la Cour suprême, c'est un organe de l'État. Absolument. C'est l'État qui doit instantanément, inlassablement, sans pause, sans mi-temps et sans retour, inlassablement, permanemment répondre aux soucis des citoyens. Le rôle principal de l'État, c'est l'application de la loi, c'est l'exercice de la loi. Mais cette application de la loi obéit au principe de l'opportunité. À quel moment et de quelle manière? Et je pense que en ce moment précis, l'État doit juste soigner sa communication, régler sa communication, adapter sa communication. Ça, c'est au niveau de l'État. L'État, depuis le Moyen-Âge, est devenu une abstraction.
l'État s'est détaché du souverain, c'est-à-dire que du roi, donc du président, quelque part, pour devenir une abstraction d'hommes et de femmes fixés sur un territoire donné, mais conduits par le monopole d'un organe politique qui a la légitimité de la loi, la légitimité de la force qu'on appelle le gouvernement. Et toute l'administration, tous les agents de l'administration, à quelque niveau que ce soit, quand ils commettent une faute, la responsabilité revient à l'État. Donc c'est aujourd'hui encore le moment de rappeler que lorsqu'un membre du gouvernement parle, au moment où la campagne est clôturée, le membre du gouvernement parle en tant que représentant de l'État. Nous ne sommes plus en campagne là. C'est la CENI qui est en train de comptabiliser les résultats. Il faut attendre impérativement que la CENI publie l'ensemble des résultats et pour que les citoyens, les partis politiques, donc les compétiteurs a priori, les protagonistes, puissent être fixés sur ces résultats, faire des recours, ma foi, recommandés par la Constitution. Mais d'ici là, il y a une sorte de déficit de confiance entre le citoyen guinéen et l'État. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça, nous le vivons depuis 2006. C'est le prolongement par cascade. Nous sommes partis de la méfiance envers l'État. Nous sommes partis du manque de confiance. Nous sommes arrivés à une sorte de rupture de confiance entre les grands acteurs, entre les leaders d'opinion. Maintenant, nous sommes dans la défiance. C'est-à-dire que chacun défie l'autre et c'est l'autre qui doit répondre. Et les conséquences de cela, c'est quand les citoyens ont l'impression que l'État ne clarifie pas sa position sur les questions de l'éducation à la base, la justice à la base, la sécurité à la base, que les citoyens se replient sur leur identité communautaire et ceci devient, ma foi, une confrontation psychologique, morale et finalement politique contre l'État. Et il y a un danger à l'horizon, c'est que c'est les acteurs politiques de très très haut niveau qui deviennent des chefs de guerre sans le savoir. De la majorité comme de l'opposition, au moment du discours, au moment de la formulation du discours, lorsque vous ne pesez pas exactement ce que vous dites au bon moment et vous n'êtes pas le mieux placé pour le dire, vous tombez dans un processus que vous ne pourrez pas contrôler. Okay. Laissons la parole à la CENI et demandons à la CENI de nous répondre point par point. Oui, docteur, vous avez fait allusion aux réponses que la CENI devait donner donc aux réclamations faites par l'opposition, mais à la place de la CENI, c'est plutôt la mouvance qui a réagi quelques heures seulement après la sortie de l'opposition, parce qu'on a suivi quelques heures après la même mouvance dans la même salle en train d'accuser également l'opposition de fraude dans certaines circonscriptions. Est-ce que pour vous, la CENI, c'est maintenant qu'elle doit répondre aux accusations de fraude, ou ce rôle revient plutôt à la Cour suprême, au niveau de laquelle institution les différents recours doivent être déposés? Moi, j'ai beaucoup, contrairement à certains de mes compatriotes, j'ai beaucoup apprécié ces échanges par communiqué interposé entre l'opposition, les représentants de l'opposition et les représentants de la mouvance. Mais je dis encore une fois, ce sont des citoyens guinéens qui sont en train de s'exprimer. Ils ne s'expriment pas au nom de la Guinée, ils s'expriment au nom de leur parti politique, au nom de leurs obédiences et de leur mouvance, de leur mouvement. Je vais parler de l'État et du gouvernement. Je vais parler de l'administration en général. Je vais parler des institutions républicaines. Nous sommes dans la République, nous sommes liés par des valeurs qui nous dépassent. Et la valeur principale s'appelle l'intérêt général, c'est-à-dire ce qui peut être de nature à garantir la sécurité des biens et des personnes, ce qui peut être de nature à garantir, ma foi, la prospérité, le développement durable pour les individus, ce qui peut garantir le développement économique et social. Donc, encore une fois, les communiqués et les communications sont une chose, la réalité de l'exercice des responsabilités de l'État est une autre chose. Ceci dit, il faudrait que les représentants de la mouvance sachent qu'ils ne sont pas les représentants de la CENI. Ils ont leur budget, peut-être qu'ils n'en ont même pas, mais la CENI a un budget. Ils ont un agenda, un règlement intérieur, peut-être qu'ils n'en ont pas, ils ont un statut. Mais la CENI a un règlement intérieur. La CENI obéit à une loi organique. La CENI obéit à un article de la Constitution. La CENI a une immense responsabilité. Après ce vote,
la Guinée ne fera pas l'économie de l'autopsie de la gestion électorale, du processus électoral. Nous allons passer en revue les faiblesses, les carences et les performances de nos organes successifs, commencer depuis l'organe qui a été installé par le ministre Alseni Gomez, jusqu'à, même ma foi, aujourd'hui au ministre Alassane Condé, et jusqu'à, ma foi, la séparation entre la CENI et l'administration du territoire. Qu'est-ce que cette CENI est devenue? Pourquoi elle n'est pas une CENI strictement, purement et simplement technique? Pourquoi elle est devenue une CENI politique? Et pourquoi son efficacité, son manque d'efficacité affecte souvent sa crédibilité? Nous en parlerons après les élections. Ok. Bien. Rebonsoir, chers auditeurs. Et si vous venez juste de vous brancher, sachez que vous êtes sur la meilleure des fréquences, la 105.7, la radio de l'espoir, et dans son émission, le Club de la Presse, qui reçoit aujourd'hui un invité spécial, Dr Sékou Gouressi Condé, qui n'est plus à présenter. Au menu de ce débat, l'imbroglio entre opposition et pouvoir autour des derniers scrutins des législatives. Une fois encore, bienvenue à vous, chers auditeurs. Rebonsoir, monsieur Talibé, rebonsoir, docteur. Bonsoir. Et vous avez suivi notre invité, monsieur Amadou Tidjane Kaba, qui est avocat à la Cour. Il a fait un cri de cœur, il a fait un appel. Votre réaction? Eh bien, je salue mon grand frère Amadou Tidjane Kaba, le bâtonnier, un intellectuel que je respecte, un homme d'expérience dans l'exercice du métier qu'il a choisi et des études qu'il a eu à faire, de brillantes études, de par les résultats de ses différentes interventions écrites ou parlées. Ceci dit, il s'exprime ce soir sur une question d'intérêt national. Il s'exprime en tant qu'avocat, il s'exprime aussi en tant que citoyen qui est agacé, un citoyen qui se sent étouffé, donc finalement révolté par l'état, la situation dans laquelle il trouve son pays et sa société. Et je comprends et son sentiment de révolte et sa situation d'intellectuel qui interpelle d'autres intellectuels, de citoyens qui interpellent d'autres citoyens. Ce que je puis dire, au-delà du contenu du message de Maître Kaba, c'est surtout sa présence dans ce débat aujourd'hui. Ce que je voulais que d'autres intellectuels guinéens, c'est-à-dire la société civile nationale, il y en a tellement en Guinée, dans tous les domaines d'études, dans tous les domaines, dans toutes les disciplines de sciences, qu'ils interviennent aussi, qu'ils disent un mot par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Il ne faut pas laisser le monopole de la parole aux leaders politiques, parce que c'est eux qui se sont engagés devant la loi, devant la République, à créer un parti politique. Ce n'est pas seulement la mouvance présidentielle ou les représentants de la mouvance présidentielle, parce que eux, ils se sont engagés aussi, et on ne peut pas les blâmer, ma foi, à cause de leur engagement. Nous devons les suivre, les soutenir à des moments, ou leur dire, attention, en ce moment, voilà la limite. Donc, comme M. Kaba vient de le faire, et comme mon frère et ami Alioune l'a dit, et moi je ne fais que ça depuis avril 2011, intensivement et à tout moment, j'interpelle les cadres guinéens à tous les niveaux, qu'ils s'adressent à vous, journalistes. Vous n'avez pas, n'est-ce pas, vous n'êtes pas obligés de vous adresser qu'aux politiciens. La société civile guinéenne, les cadres guinéens, l'administration guinéenne, l'enseignement, à tous les niveaux, même les médecins guinéens sont avertis politiquement en Guinée. Aujourd'hui, je vais dire, c'est un moment très sensible de la vie de notre pays. Il est important que les cadres s'expriment. M. Kaba s'est exprimé, il s'est adressé aux leaders, il a dit ce qu'il pense, mais il a dit quelque chose en substance. Il a dit, ces leaders sont des Guinéens très avertis et très expérimentés. Son appel à l'apaisement, à la prise de responsabilité doit être entendu. Moi, de mon côté, je ne peux pas mettre ces responsabilités d'un côté, parce que moi je suis un médecin de la société. Moi je questionne
questionne l'évolution de la société. Je ne culpabilise pas les personnes, je culpabilise un système. Je responsabilise une société. Je dis, depuis 2006, l'État guinéen ne fait que faire passer les affaires courantes. Aucune grande réforme n'a pu être engagée. Aujourd'hui, les acteurs issus, ma foi, du Forum des forces vives, qui se sont réunis à Ouagadougou, auraient pu accepter de faire les élections législatives avant les élections présidentielles. Ils ont unanimement, sans dissidence, accepté ou voulu faire les élections présidentielles d'abord. Lorsque le CNT, hommage à lui, a voulu mettre une CENI strictement technique, c'est l'ensemble de la classe politique qui a dit encore il faut qu'il y ait des politiciens. Entre 2012 et aujourd'hui, en un an, on ne peut pas avoir un outil professionnel de gestion, ma foi, du processus électoral. Il faut beaucoup d'attention, il faut beaucoup de retenue pour accompagner cette CENI-là. Et en même temps, dire à cette CENI que c'est composé d'hommes et de femmes, qu'ils ne représentent nullement leur parti, ils représentent la nation guinéenne et l'État guinéen. Et le président de la CENI a une immense responsabilité devant nous. Ce n'est pas un extraterrestre. Encore qu'il est de la société civile. Bakary Fofana, M. Bakary Fofana n'est pas un extraterrestre. Il est un Guinéen comme nous. Il a son expérience et son parcours. Aujourd'hui, il est en face d'une responsabilité. Il a besoin de se faire entendre. Il a besoin de rencontrer les Guinéens, communiquer avec la presse, communiquer avec les partis politiques, instantanément. Moi, j'étais au Congo. 70 millions d'habitants. La CENI au Congo a loué une grande salle d'un hôtel. Tous les jours, près de 6000 observateurs. Nous étions tous les jours là et sur écran géant, les chiffres tombaient et on récoltait les estimations minute par minute. On posait les questions aux représentants de la CENI qui nous répondaient minute par minute. Cette élection-là aussi n'a pas été parfaite, mais il y a eu élection. Au Mali, nous avons connu la même chose, avec l'implication du ministère de l'Intérieur, en harmonie avec la CENI. Malgré la guerre au nord, nous sommes parvenus quand même à définir les grandes orientations, la transparence et à travers la presse et la société civile qui remontaient les informations, les estimations au sortir des bureaux de vote, le candidat au deuxième tour est allé de lui-même vers l'autre candidat au deuxième tour pour dire cessez le feu, voilà vous avez gagné. Il faut que la Guinée s'inspire de son expérience de Guinéen, parce qu'il faut que la Guinée se méfie des dérapages qui peuvent arriver. Il faudrait que, je dis encore une fois, ceux qui parlent au nom du président de la République sachent la limite et le volume de leurs responsabilités. Moi, j'ai pratiqué un président de la République. Il s'appelait le général Lansana Conté. Lorsque je m'adressais aux populations, le langage était très dur, très menaçant parce que c'était dissuasif. Il fallait faire déplacer la peur de camp. Mais lorsqu'on s'adressait après au président, qui était content qu'on a parlé vigoureusement, on dit président, il t'en a dit. Maintenant, à ce niveau, laisse faire. Et c'est comme ça qu'il faut s'adresser aussi. Tu tiens compte du tempérament de ton chef. Lorsque tu penses que en ce moment, il est tellement nerveux qu'il est capable de casser, et puisque l'État lui donne tous les moyens pour ça, tu prends le devant, après tu retournes vers lui pour le calmer et l'expliquer calmement et sereinement le schéma de sortie de crise. C'est ce qu'on appelle l'appui à la décision, l'aide à la décision. Aujourd'hui, incontestablement, l'État et le gouvernement... Cela semble manquer au président. Mais complètement, nous sommes depuis 3 ans dans un problème de communication. Il faut une communication soignée et réglée, une communication adaptée. On a l'impression que l'État, le gouvernement, qui est représenté par le gouvernement en priorité et l'administration ensuite, n'a juste qu'un problème de communication. Par contre, l'opposition est dans une stratégie. Et ce que j'ai envie de dire, et ce que je dis souvent aux représentants de la mouvance lorsqu'ils parlent, je dis, le président Sékou Touré et le président Lansana Conté ont été confrontés à une opposition lointaine et qui, ma foi, n'avait pas d'impact immédiat sur les populations. Aujourd'hui, le président Alpha Condé est confronté à une opposition de proximité, une opposition d'expérience. C'est-à-dire que ce pas des hommes et des femmes qui sont politiciens de carrière, ils sont sortis d'une expérience de la gestion des choses guinéennes pour se reconstituer en personnel politique et ils ont travaillé dans une large mesure avec chacun de nous et dans cette cohabitation, dans cette relation et corrélation, il y a eu des frustrations, il y a eu des blessures, il y a eu des affrontements, il y a eu des questions de personnes que nous n'arrivons pas à régler. Et la seule personne qui peut régler ça, encore une fois, c'est le président de la République. Et je veux dire à tous ceux qui soutiennent, j'ai envie de dire à certains, mais écoutez, vous n'avez pas le droit de parler au nom du président de la République de cette manière. Quand on est à côté d'un président comme Alpha Condé, on ne devient pas menaçant. Quand
on est en côté d'un président comme Alpha Condé, on ne bouscule pas. On va vers les autres pour dire, le président a dit ça, mais comprenez comme ça. Moi, j'ai été impliqué dans le collège des facilitateurs. J'ai découvert qu'entre le gouvernement, tous les membres du gouvernement, tout domaine confondu, et les membres de cette opposition, il n'y avait aucune communication, il n'y avait aucun contact, alors que nous nous connaissons tellement. Maintenant, la balle n'est pas dans leur camp, la balle est dans le camp de la loi. Il y a des lois guinéennes, le code électoral, la constitution et d'autres textes fondamentaux qui règlent les questions de la CENI, du fonctionnement de la CENI, de l'organisation des élections. L'opposition est composée d'hommes et femmes qui sont d'abord des citoyens guinéens, qui ont le droit d'exprimer leurs soucis, et il appartient à l'institution spécialisée de donner la réponse, il appartient à l'État et au gouvernement d'encadrer et les plaintes et la recevabilité des plaintes. Ok, docteur, vous faites de la prévention et la gestion des conflits. Et à cet instant, est-ce que vous avez personnellement une feuille de route pour ne pas que le pays s'embrase? Parce qu'on a dit au début de cette émission que le temps l'heure est grave. Et l'heure est grave. Est-ce que vous avez une feuille de route en tant que gestionnaire de conflits, en tant que homme de terrain, connaissant tous ces acteurs, du président à son entourage et ceux qui sont dans l'opposition, est-ce que personnellement vous avez un projet? Parce que il serait impensable que vous fassiez le sapeur-pompier ailleurs et que votre posture ne se limite juste qu'à de simples déclarations. Est-ce que vous avez des démarches en vue pour amener les choses à leur juste proportion? Je vous remercie de la qualité de cette question. African Crisis Group est un cabinet indépendant qui, depuis avril 2011, a commencé un travail intensif sur le théâtre des conflits. Nous intervenons avec les sociétés civiles des pays africains auprès des détenteurs de pouvoir légitime, donc l'État, le gouvernement, les gouvernements, les chefs d'État en l'occurrence, les chefs de gouvernement et les chefs de l'opposition, avec la société civile, pour dégager les pistes de sortie de crise tirées de l'expérience ou des expériences africaines en la matière, en leur montrant que ce qui se passe en Guinée, c'est passé peut-être au Sénégal, ou c'est passé peut-être au Togo, ou c'est passé en Côte d'Ivoire, ou ça va se passer en Sierra Leone, ou c'est déjà passé en Sierra Leone. Donc, nous permettons aux différents acteurs d'échanger les expériences. Dans le cas précis guinéen, moi, à partir, depuis le mois de mars, depuis le 1er mars 2013, jusqu'à ce jour, nous sommes African Crisis Group et moi-même à une quarantaine d'interventions, de communication, de séminaires, de réunions et d'approches. Et ça, je dis l'agenda qui est reconstitué par mes collaborateurs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais au plan guinéen, mais c'est tous les jours que nous rencontrons les acteurs à tous les niveaux. Nous n'excluons pas les sages, n'excluons pas les femmes, nous n'excluons pas les jeunes. Nous allons sur le terrain, dans les quartiers. Nous allons, ma foi, sur le terrain, au niveau des communes. Il y a une fragilisation de l'État en Guinée que tout le monde doit comprendre et accepter d'abord. Si l'État n'était pas fragile, comment expliquez-vous que lorsque Koza, Bambeto, Amdalaï se réveillent, c'est la moitié de la ville qui est stoppée? C'est une réalité. Ce n'est pas parce que l'armée la plus forte du monde s'appelle Koza Bambeto, c'est parce qu'il y a une fragilité de l'État qui profite aux premiers qui se lèvent ou qui expriment publiquement ce qu'ils pensent. C'est à ces hommes et à ces femmes qu'il faut s'adresser aussi, pour écouter et comprendre le bien fondé de cette revendication et de cette démarche, et leur dire qu'il y a une autre solution guinéenne qu'il faut amorcer ensemble en tant que Guinéens. Quelle est la solution aujourd'hui? La solution, c'est d'abord les lois guinéennes. Tout ce que nous sommes en train de dire est réglé par le code électoral. Et les recours, le problème c'est que les recours maintenant auxquels renvoie le code électoral et la constitution, ce sont des institutions qui ne sont pas encore entièrement en place. Donc le problème du législateur, c'est d'avoir prévu des institutions 6 mois après la mise en place de l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes dans un schéma tout à fait particulier. Il faut être extrêmement prudent. Et il faut sortir de cet affrontement entre
le président de la République, il faut dire les mots comme ils sont, entre le président de la République et M. Sédou Dalein Diallo, M. Sidya Touré, M. Kazori Fofana, M. Lansana Kouyaté. Quand bien même nous comprenons, ma foi, ces relations d'amitié et d'alliance et d'amour qui ont dégénéré par rapport à des moments et d'autres, mais il y a un qui est aujourd'hui président de la République et président de chacun de nous. Et ce n'est pas sa personne qu'il faut voir, c'est le personnage, c'est le rôle qu'il va jouer à un moment donné. Quels que soient les cas de figure, dans 25 ans, on aura parlé d'autres présidents pour la Guinée. Mais d'ici là, compte tenu des faiblesses, des difficultés économiques, politiques et sociales que notre pays a connues, il y a un sacrifice, immense sacrifice que je demande à cette opposition. C'est ne pas remettre toute la Guinée et voir toute la Guinée à travers la personne et les déclarations du président de la République. Il faut se pencher sur les lois. C'est de demander à la mouvance présidentielle que dans la Guinée d'aujourd'hui, lorsqu'on veut s'adresser à cette opposition, on tend la main. Moi, j'aime souvent les sorties de M. Damantan, les sorties la dernière fois de M. Kiridi et Bangoura. Ça, il faut tendre la main. Et entre les deux, écoutez, la solution ne viendra pas que de l'extérieur. La solution sera guinéo-guinéenne. Docteur, vous êtes en train de dire que l'entourage du président doit l'aider à s'entendre et à discuter avec l'opposition. Je suis en train de dire que l'entourage des leaders politiques de l'opposition doivent aider les leaders de l'opposition à prendre en compte l'intérêt général et à se surpasser, à dépasser l'émotion qui les porte, les défis qu'on les lance, les pièges qu'on les jette. Et ils sont informés, ils savent de quoi il s'agit, mais au-dessus de tout ça, ils doivent savoir finalement, si c'est un opposant qui est président de l'Assemblée aujourd'hui, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas une menace pour la Guinée. Si c'est un représentant de la mouvance présidentielle aujourd'hui, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'insécurité, il faut tout juste que la Guinée sorte de cette étape-là, de cette étape de la transition pour amorcer des questions de développement au bon Dieu qui sont nécessaires et indispensables pour la survie du Guinéen moyen aujourd'hui. Ok, docteur, tout récemment, la Guinée a fêté les 55 ans de son indépendance. Et le président de la République a fait une adresse environ 40 minutes à Zérekuri à cette population qui est massivement sortie pour l'accueillir. Et il a dit à cette population de garder son calme, sa sérénité et de ne pas avoir peur de ces élections, des menaces de l'opposition, que rien n'adviendra. Est-ce que vous pensez que ce message est venu blesser l'opposition dans son orgueil? Je ne pense pas. Et parce qu'il a été interprété aussi bien par les porte-parole de la mouvance présidentielle que ceux de l'opposition. Écoutez, je ne pense pas. Je considère respectueusement... Bon, vous connaissez mes relations personnelles avec M. Sédou Dalein Diallo. Oui. Vous connaissez mes relations personnelles avec M. Kazori Fofana, Lansana Kouyaté, Sidya Touré. C'est des relations absolument privilégiées. Mais je considère que ce serait prétentieux, je m'excuse, de leur part, de considérer que puisque le président a parlé ainsi, nous aussi on doit parler ainsi. Je dis, eux ils sont des citoyens, l'autre c'est le chef de l'État, qui a tout le droit de s'exprimer au nom de la Guinée, de la nation guinéenne, et que nous avons le droit d'interpeller en tant que citoyens, et c'est cela la démocratie, sur les différents aspects de son discours, pour réagir à chaud, pour dire voilà ce qui n'a pas été bien dit, voilà ce qui a été bien dit. Mais de là à engager le sort des populations sur la base de la fragilité du tissu social, des institutions étatiques et de la situation de nos forces de défense et de sécurité, de la situation fragile de notre administration. Nous sommes dans une transition depuis 2006, ce n'est pas le bon moment. Donc vous pensez que si c'est une réplique, elle est disproportionnée de la part de l'opposition ou non indiquée? Écoutez, je ne veux pas accepter la réplique. Je dis, le discours et la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, mon grand frère, doit être soigné, doit être réglé. Je souhaite ça.
Et je suis à sa disposition. Je veux que le pays la sorte de cette difficulté de communication et de dialogue. Et j'ai pratiqué ces citoyens-là, qu'on appelle leaders aujourd'hui. Il est arrivé des moments où je suis chez le Premier ministre Sidya Touré, qui me dit, Kouressi, puisque c'est toi, j'accepte. Voilà ce qu'on va faire. Nous commençons ce travail. Le lendemain, la personne m'appelle pour dire, mais on a dit ça hier. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut sortir de ces sortes de pièges-là pour déstabiliser ton adversaire. Le président de la République n'est pas un chef d'opposition politique. Le président de la République parle au nom de la Guinée. C'est un homme de son âge, de son expérience, qui a une taille et une stature internationale qu'il doit assumer. Nous allons l'aider à l'assumer. Voilà le problème. Okay. En ce qui concerne l'opposition, encore une fois, écoutez, l'opposition a été créée par qui? Autorisée par qui? C'est par l'État. Et qui est le chef de cet État? C'est le président de la République. Combien de fois on lui a demandé de reporter les élections, il a accepté de reporter? Plusieurs fois. Il aurait pu faire ces élections 6 mois ou 3 mois après les élections présidentielles, tout serait réglé. Il faudrait quand même que les leaders de cette opposition, qu'ils sachent que ce n'est pas au bon moment où la Guinée est fragilisée par 55 ans d'évolution, fragilisée par la concurrence liée, figé sur notre pays à cause de nos richesses naturelles, à cause de la composition géographique et stratégique de notre pays, ce n'est pas le bon moment pour déclencher un casus belli. Il faudrait retourner à la raison. Toute la solution réside dans nos lois. J'interpelle la CENI. Il faut que la CENI, instantanément, impérativement, immédiatement, commence à fournir les éléments de réponse à toutes les questions soulevées par des citoyens guinéens qui sont à la tête des partis politiques. C'est leur droit de remettre en cause ou de soupçonner l'État. Parce que un simple agent de l'État, au dernier coin de la République, lorsqu'il commet une faute dans la pratique de sa fonction, la responsabilité incombe à l'État en général. Ok, docteur, la question que je vais vous poser, est-ce que vous pensez que le président quand même avait besoin de faire ce pic le 2 octobre dans la mesure où c'est une fête nationale qui enveloppe tous les Guinéens de l'intérieur ou de l'extérieur? Est-ce que un discours qui parlerait du renforcement de l'unité nationale, de la cohésion sociale, de la paix, ne serait pas le bienvenu au lieu de parler d'une partie de la population par rapport à cette opposition? Il y a 2 choses que je veux dire. Il faut dire d'abord, il faut constater que lorsque un président de la République s'engage politiquement, il met en jeu et dans la balance sa légitimité politique. C'est ce qui est arrivé au général de Gaulle. Le président de la République est au-dessus de la mêlée. Et les partis politiques qui le soutiennent sont les partis du pouvoir. Ce ne sont pas des partis au pouvoir. Ils ont un statut qui est reconnu en tant que tel par la Constitution. Donc, incidemment, lorsque le président de la République s'adresse à la nation, je regrette que ce soit une seule partie, une petite partie de la nation qui se sente concernée. Et que l'ensemble des autres partis reconnaissent que non, il ne s'agissait pas de Zéré Kouré, il ne parlait pas de l'abbé, il ne parlait pas de Kouroussar ou de il parlait de monsieur tel. Nous avons l'obligation de corriger cela. Il y a certains qui se sentent un peu à la périphérie de la nation, docteur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Certains qui ne se reconnaissent pas dans les discours du chef de l'État qui est pourtant désigné comme le père de la nation. Mais nous ne parlons que de cela aujourd'hui. Oui. Nous voulons qu'ensemble, moi je vous ai dit, aucun homme n'est parfait. Le chef de l'État est un être humain. Mais lorsque vous prenez en compte l'intérêt général, l'intérêt de la Guinée, vous n'allez pas le sacrifier à cause d'un homme auquel, quand vous avez accès, vous lui dites quelque chose et finalement, il dit, d'accord, je vais vérifier, ou il dit, je ne suis pas d'accord, ou il dit, je suis d'accord. Mais ceux qui se parlent là, ceux qui sont en compétition, se connaissent très bien. Alors, c'est pas parce qu'ils se sont boudés, ou ils se boudent à un certain moment, ou parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord à un certain moment, qu'on va paralyser tout le pays à tout moment, et sans mesurer les conséquences. Moi, j'ai parlé de danger, de menace de guerre civile. Maître Kaba a dit autre chose. Certainement, nous n'avons pas dit la même chose, nous n'avons pas dit de la même manière, mais on a dit la même chose. Il a parlé de l'abîme, pour éviter qu'on tombe dans l'abîme. Et moi, j'ai dit, pour éviter que nous allons à la guerre civile. Parce que le fait de guerre
Le fait de guerre est déclenché par les leaders d'opinion. Le fait de guerre est déclenché par les leaders publics. Ce sont des hommes publics ou des leaders d'opinion qui engagent une société, une communauté ou un pays dans la guerre. Et la guerre civile est une forme de guerre qui se déclenche à partir des prises de position, du manque d'attention, de la colère, de l'émotion des leaders d'opinion, de ceux qui peuvent réunir un grand groupe. C'est différent de la révolution qui peut aller spontanément à partir, ma foi, comme en Tunisie, d'un jeune vendeur qui s'est immolé parce qu'il n'était pas content que la police l'ait déplacé de sa place. Tout à fait différent. Donc nous sommes dans un processus, ma foi, de pré-insurrection. Donc, quand ça se passe à Zérekoré, quand ça se passe à Conakry, quand ça se passe ailleurs, à Fria, on a l'impression que c'est isolé. Mais tout cela est englobé dans une société qui est traverse une crise économique, dont les infrastructures de développement, les routes pour aller d'une ville à l'autre ne sont pas les meilleures, les hôpitaux ne fonctionnent pas normalement, les commissariats, les écoles, la difficulté étant partout. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête, je parle de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, ont une responsabilité partagée, pas les mêmes moyens, mais la même responsabilité. D'accord. Docteur, avant que Talibé ne vienne vers vous, le président de la République, toujours à Zérekoré, a levé un coin de voile sur les coordinations régionales. Et il a bien dit qu'il n'a absolument rien contre ces coordinations régionales, mais d'observer, ça n'existe pas au Sénégal, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, et c'est en Guinée que ça existe, et que lui, il voudrait, partout où le Guinéen se retrouve, qu'il se sente d'abord guinéen. On n'a pas besoin de se réunir en Malinké, en Peul, en Soussou ou en Forestier pour gérer ses affaires. L'État, si je le comprends, est là pour réglementer tout ceci. Est-ce que vous pensez qu'il est temps aujourd'hui de reparler de ces coordinations qui, il faut le rappeler, ont fait le bonheur des uns et le malheur des autres, parce que le rôle que les coordinations ont joué dans les élections passées, on l'a vu, ces coordinations ont appelé à voter et les consignes ont été largement suivies. Est-ce qu'aujourd'hui, le président a jeté un pavé dans la mare? Est-ce qu'il faut, selon vous, aujourd'hui, éteindre ces coordinations ou les assujettir à un rôle bien déterminé? En les dépolitisant notamment. Oui, en les dépolitisant, bien sûr. Mais un membre d'une coordination est aussi un citoyen. Donc, en période de vote, la loi n'interdit à personne de voter ou d'appeler à voter. Ce n'est pas ça. Encore une fois, il faut lire les lois. Que dit la loi? Est-ce qu'il y a une infraction constatée? Et s'il y a une victime, préjudice, établi dans le comportement ou dans la conduite d'une telle chose ou d'une telle chose. Je regrette une chose, encore une fois. Lorsque le président de la République parle, on voit toujours une direction dans laquelle il oriente. Tu vois? Et Hali Poulard, qui a une coordination, qui a un ton souvent véhément. Mais le président de Hali Poulard, Elaï Sékou Yaya Bari, est un homme de paix. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Quand vous le rencontrez, vous parlez avec lui. Et un compagnon de l'indépendance. Mais quand vous le rencontrez, vous parlez avec lui, ce qu'il vous dit vous interpelle. De quelque ethnie que vous soyez, il m'a dit une chose pleine de signification. Il m'a dit, c'est nous qui avons voulu que vous soyez guinéens. Nous, on aurait pu se battre en tant que forestier, en tant que peul, en tant que malinké. On s'est battu en tant que guinéen. Et il a parfaitement raison. Donc, ce n'est pas seulement à ce niveau, je crois, que le président de la République a orienté. Il y a un constat d'ensemble, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée, sur la question, sur le rôle des coordinations régionales. Et je crois savoir que le président de la République s'est saisi de ce souci, de cette question intellectuelle. Et cette question intellectuelle est réglée par la Constitution. C'est-à-dire que après la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale souveraine, il y a
une institution qu'on appelle le Haut Conseil aux collectivités locales. Ce Haut Conseil est une institution de substitution dans le rôle des coordinations qui va enseigner et pratiquer ce qu'on appelle la subsidiarité, le consensus et la subsidiarité. Ils seront représentés au niveau des régions, ils seront représentés au niveau des préfectures pour remonter les soucis à la base vers le pouvoir public. Je pense que la solution, graduellement, on ne peut pas effacer les coordinations d'un seul coup parce qu'au-delà de la période de campagne, ils ont un rôle social qu'ils jouent et cela traduit les mécanismes traditionnels de résolution des conflits que les pays africains ont connus. Mais de pas à pas, d'étape à étape, les rôles vont changer. Je suis tout à fait certain. Ok, avant la question de M. Talibé, je voudrais juste rappeler que les auditeurs peuvent maintenant appeler sur le 657 10 77 00 et le 666 10 77 00 pour enrichir cette émission ou éventuellement poser des questions à Dr Sékou Gouressi Kondé. Alors, M. Talibé, vous avez une question? Oui, docteur, peut-être que la question est prématurée parce qu'on est encore à l'étape de la publication des résultats provisoires. Mais vous, personnellement, vous avez été secrétaire général du CNT, vous avez travaillé à élaborer un certain nombre de lois sur lesquelles repose l'actuelle République. Qu'est-ce que vous attendez de ce Parlement dans l'immédiat pour aider à restaurer l'autorité de l'État et à recréer la confiance entre l'État et les citoyens? Écoutez, j'attends beaucoup de choses, mais je veux que ce Parlement existe d'abord. Je veux que la CENI proclame rapidement les résultats généraux et que les protagonistes puissent se saisir des détails pour s'adresser par des recours, des moyens légaux, ma foi, aux juridictions, aux institutions concernées. Premièrement. Deuxièmement, avant d'arriver à la prochaine assemblée, à la nouvelle assemblée, toutes mes pensées vont vers le CNT, qui a été quand même premier de sa classe. C'est-à-dire que les accords de Ouagadougou en janvier 2010 ont mis en place 3 institutions. Le gouvernement de la transition, ma foi, le président par intérim de la transition et le Conseil national de la transition. Le Conseil national de la transition était chargé de quoi? D'élaborer la Constitution, faire promulguer la Constitution, d'élaborer le code électoral. La Constitution au mois de mai était terminée, le code électoral au mois de septembre 2010 était terminé. Il faut rendre hommage à Hadja Rabiatou Serra Diallo et à l'ensemble des membres du CNT pour le bon travail accompli et pour recevoir les nouveaux députés qui, je crois, vont se saisir de l'ensemble des difficultés en considérant d'abord qu'ils sont députés de la Guinée et de toute la Guinée. Ok, on avait un auditeur qui est parti, il est là? Ok, il est parti. Il est parti. Docteur, justement... Il est revenu? Ok, il n'est pas là. Docteur, justement, par rapport au travail qui attend, souhaitons qu'on sorte de ces législatives sans heurts, sans casse. Maintenant, quand ce nouveau Parlement sera en place, pour vous, qu'est-ce qu'il doit, dans l'immédiat, faire pour, comme je l'ai dit, aider à restaurer l'autorité de l'État et à restaurer la confiance? Il faut immédiatement consacrer la séparation des pouvoirs. Il faut que la nouvelle Assemblée règle le problème de la séparation des pouvoirs, le renforcement de la capacité des institutions républicaines. D'accord. Ok, on a un second auditeur, M. Hamza Kaba. Bonsoir, M. Kaba. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir à M. Kondé. Ok, bonsoir. Et bonsoir à M. Baye. Oui, M. Kaba, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kondé, aujourd'hui, docteur, est-ce que l'appel à l'annulation des votes que nos leaders parlent aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas honte ridicule quand on sait que dans l'histoire de la démocratie, que cela ne s'est jamais passé, en tout cas sur cette planète Terre. Moi, je voudrais dire encore, en tout cas l'ensemble des Guinéens, que là où nous allons aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais perdants, il n'y a pas de bons perdants. Et aujourd'hui, toute question de république, c'est l'intérêt national qu'il faut voir. Professeur Alpha Condé et M. Cellou Dalein Diallo, s'il y a problème dans ce pays-là, alors eux, ils vont partir. Il y a même dans son activité qui a fait souvent des jets privés pour venir et repartir.
Mais c'est nous, les pauvres Guinéens, qui sommes là, qui n'ont pas ces moyens-là, pour quitter ce pays. C'est nous qui allons encore souffrir. Et moi, je dirais, vous qui êtes aujourd'hui vraiment, en tout cas, l'une des personnes, en tout cas, les mieux écoutées, j'aimerais que vous redoublez d'ardeur et d'efforts pour rencontrer non seulement le président, mais aussi les leaders. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les marchés sont fermés. Oui. Et même l'ouverture des classes là, c'est-à-dire a un peu retardé, même si le ministère a corrigé un peu, parce qu'il y a la psychose. Et on ne gagne rien dans ça. J'aimerais que vous, parce que quand monsieur docteur, quand vous passez à l'antenne, je pense que je perds même mon latin parce que je n'ai plus rien à dire. Vous, à chaque passage, c'est une école. Alors j'aimerais que vous redoublez d'efforts pour aller rencontrer non seulement vos amis qui étaient hier avec vous dans le gouvernement, et aujourd'hui le président, pour leur dire que nous n'avons pas de jet privé pour quitter la Guinée, on n'a pas de bateau pour quitter la Guinée et il n'y a même pas de trait. Alors nous voulons la paix et le développement pour ce pays. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Merci. Ok, docteur. Oui, je n'ai pas de commentaire à faire. M. Kaba a dit ce qu'il a sur le cœur. Il m'a encouragé. Je le remercie pour cet encouragement. Je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont pris note. Il traduit le souci de millions de Guinéens pour sortir de la transition et aller vers un autre chronogramme. C'est le chronogramme du développement de la Guinée. Le chronogramme pour l'énergie, l'eau et l'électricité. Je suis d'accord et je m'en ferai écho auprès des uns et des autres. Tant que je pourrai le faire, je le ferai. Oui, ça rejoint la question tantôt qu'on venait de vous poser par rapport à votre feuille de route. On a un autre auditeur en ligne. Oui, monsieur Alpha Camara, bonsoir. Alors, bonsoir. Oui, vous avez une question, vous voulez enrichir ce débat? Bon, je commence par remercier Dr Boïki, qui tient un très beau discours. Et nous voudrons que dans le pays, il y ait beaucoup de gens qui viennent apporter un plus en tenant des discours comme celui qu'il est en train de tenir maintenant. Donc, je le félicite et je l'encourage. Et je lui dis que derrière lui, il y a beaucoup d'autres Guinéens qui pensent comme lui. Peut-être qu'ils n'ont pas son recul de continuer à se battre. Nous sommes avec lui et de faire avec lui. Aujourd'hui, le pays a besoin de discours de ce genre. Pas de discours incendiaires. Il faut trouver le juste milieu entre les gouvernants et les opposants pour pouvoir réparer un peu tout ce qui est en train de se passer. Donc nous sommes de cœur avec lui et nous l'appuyons dans tout ce qu'il fait. Je vous remercie. Oui. Docteur, M. Hamza Kaba a fait allusion à la demande d'annulation du scrutin, laquelle demande a été faite par l'opposition. Vous, connaissant un peu cette opposition, vous mettez ça sur le compte d'une simple surenchère ou d'une réelle volonté et que certains, que la plupart des Guinéens trouvent quand même exagéré? Je voudrais d'abord saluer et remercier l'auditeur qui vient Monsieur Alpha Camara. Monsieur Alpha Camara. Et vous avez senti l'émotion. Ouais. Il y a des milliers et des milliers de Guinéens qui pensent comme ça. Des millions de docteurs. Des millions de Guinéens qui pensent exactement comme M. Hamza Kaba et M. Alpha Camara aujourd'hui. Absolument. Et finalement, ils veulent la sortie de la transition. Et la preuve a été donnée le jour du vote. Ouais. Les gens sont allés voter quand même. Nous avons deux réalités en face. Nous avons un président de la République qui a une longue expérience de la lutte politique. Aujourd'hui, c'est une chance, il a été une chance pour la Guinée pour mettre fin à un certain nombre d'anomalies, de dysfonctionnements dans l'héritage, dans l'évolution de notre pays. En face à lui, il y a des hommes et des femmes qui ont exercé de hautes responsabilités dans ce pays. Nous ne pouvons pas accepter que ce soit à ce moment-là, dans ce contexte de chance pour la Guinée, qu'il y ait dérapage. Et c'est vrai. Docteur, vous avez encore un autre auditeur. Il s'agit de M. Chérif Diallo. Bonjour, M. Chérif. Bonjour, M. Tawaré, comment allez-vous? Ça va. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Matoto. Ok, soyez le bienvenu dans cette émission. Vous avez des amendements ou bien vous voulez poser des questions à docteur? Avant tout, des amendements et après des questions au docteur. Monsieur Clément. Allez, bienvenue à vous. Avant tout, je voudrais vous dire que je suis un fidèle auditeur de votre émission. Merci.
avant tout, mais c'est la première fois que j'ai la chance d'intervenir directement dans votre émission, M. Traoré. Merci. Désormais, vous serez l'invité même de l'émission. Vous viendrez avec nous dans l'émission. C'est vraiment avec plaisir de l'entendre, M. Traoré, parce que je vous considère l'un des voix les plus autorisées de ce pays. Merci, Diallo. J'aimerais d'abord, avant tout, dire à M. Condé, si la CENI a été responsable dès le départ, je pense que nous ne serons pas là aujourd'hui. Je les félicite et remercie Dr Gouressi Condé, que je suis régulièrement dans des différentes radios. Et encore l'encourager, parce que vous savez, dans ce pays aujourd'hui, il y a fait des cadres qui acceptent de se sacrifier pour la nation. Demander, qui demande, qui transfère un message personnel à travers lui, Dr Gouressi Condé, à la CENI, d'être responsable, de savoir que ces pays-là aujourd'hui, l'avenir et le destin de ces pays dépendent de ce qui sortira de cette CENI. Il faudrait que la CENI soit responsable. Ils savent que la Guinée, nous ne voulons pas des pagailles, nous ne voulons pas ce que d'autres pays ont connu. Nous voulons être en paix. Mais vous savez, la paix, comme disait Félix Houphouët-Boigny, la paix, c'est pas un mot, c'est un comportement. Il faudrait qu'aujourd'hui, le chef de l'État d'abord se comporte en véritable, un vrai président de la République qui prend tous les Guinéens même pied d'égalité. Mais j'ai comme l'impression que jusqu'à là, le Dr Gouressi Condé peut convenir avec moi, ce n'est pas le cas. Mais c'est Traoré, je vous remercie et je vous félicite. Encore une fois, merci. Ok, merci à vous, docteur. Et je remercie M. Chérif Diallo. C'est toujours important que les cadres s'expriment, que les citoyens s'expriment. C'est pourquoi j'ai salué l'intervention de M. Amadou Tidiane Kaba. J'ai dit il y a tellement de hauts cadres compétents dans ce pays, qui ne sont pas d'ailleurs dans les partis politiques, qui sont même aussi dans l'administration, qui pourraient aujourd'hui s'exprimer, qui doivent s'exprimer. Je reviens à votre question. Vous avez parlé de l'annulation demandée par, ma foi, l'opposition. Les membres de l'opposition sont des citoyens, autorisés par la loi à exprimer à haute voix des inquiétudes. Il appartient à l'État de répondre. Aujourd'hui, en lieu et place de l'État, il y a une institution républicaine qui s'appelle la CENI. L'agenda de résolution de cette crise, c'est au sein de la CENI. On va approcher la CENI, pratiquer la CENI, soutenir la CENI, accompagner la CENI pour que dans les 48 heures, les choses rentrent dans l'ordre. Ok. Docteur, c'est le temps des auditeurs. On a encore Mohamed Sako. Bonjour, monsieur Sako. Bonjour, monsieur Ben. Bonjour à votre invité. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Matoto. Et vous ne dites pas bonjour à monsieur Talibé? Je dis bonjour à M. Talibé Bari, un éminent journaliste de la République, le quotidien que je lis tous les jours. Et là, c'est fâché quand même si vous ne dites pas bonjour. Ouais. Et franchement, je voudrais aborder dans le même sens que mes prédécesseurs, en encourageant votre charismatique docteur Gouressi Condé. C'est un personnage qui force l'admiration. Franchement, je le suis partout et je lui ai exprimé réellement mon sentiment sur sa page Facebook. Au-delà de son background, c'est un homme moderne. C'est un homme disponible qui écoute tout le monde et qui a du respect pour tout le monde. Franchement, je l'encourage dans ce sens-là. Tout de suite, il a parlé de la société civile. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est regrettable que nous ayons une société civile comme ça. Il ne joue pas pleinement son rôle. Quand je parle de la société civile, il faut parler également de la presse. La presse est une partie intégrante de la société civile. Mais je voudrais dire à docteur aujourd'hui, notre société civile se comporte à l'image de l'opposition et de la mouvance. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, quand vous venez pour acheter un journal, vous regardez, n'est-ce pas, les étagères, vous serez vraiment déçus. Aujourd'hui, la presse a fait une partie prise. C'est regrettable. Les organisations de la société civile ont fait des parties prises. Personne n'observe la neutralité. Personne n'accepte de dire la vérité, comme c'est que M. Dr Gouressi Condé est en train de faire. Comme c'est rare de voir des Guinéens. Et en tant qu'on continue à se comporter comme ça, on ne pourra pas vraiment sortir de ces troubles, de ces problèmes, de ces difficultés dont nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais justement attirer son attention parce que je viens d'une mission, je rentre d'une mission comme ça où j'étais membre d'une commission de décentralisation, mais j'ai été sidéré de constater que l'opposition guinéenne, c'est-à-dire les acteurs politiques en général, font tout sauf l'essentiel, c'est-à-dire l'éducation des militants. Je ne peux pas comprendre dans une circonscription qu'on puisse, ma foi, annuler des centaines de votes. C'est-à-dire, vous verrez des bulletins, des milliers de bulletins qui sont nuls. Parce que tout simplement, les citoyens ne savent pas comment voter.
Ça, c'est extrêmement Il n'a grave. pas été sensibilisé. Absolument. Donc, il faudrait que les gens vraiment prennent conscience que les acteurs politiques cessent de discours incendiaires, opposer les citoyens les uns aux autres et faire l'essentiel, c'est-à-dire l'éducation politique des citoyens. C'est extrêmement important. Et je voudrais également demander à docteur, parce que je suis président d'une association, d'une ONG qu'on appelle Alliance guinéenne pour la participation citoyenne. Je ne sais pas comment on peut le joindre pour qu'il puisse vraiment nous prodiguer ces sages conseils. Je vous remercie. Ok. Merci. Docteur? Je crois que c'est sans commentaire. Les propos de M. Sako sont très instructifs et révélateurs d'une expérience de terrain. Je mets M. Sako à l'aise. African Crisis Group a ouvert ses bureaux, a pris des bureaux à Conakry. Et nous sommes à Amdalaï. Moi-même, il peut me joindre sur le 628 31 12 12. 628 31 12 12. African Crisis Group est une structure de paix, de consolidation de la paix et d'appui à la bonne gouvernance. Et je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Je me sens en parfaite harmonie avec ses remarques, ses observations et son encouragement. Oui. Docteur, vous avez insisté sur un point. Les auditeurs sont revenus là-dessus. C'est l'engagement, le courage de l'élite intellectuelle à intervenir, à dire son mot en pareille circonstance, en pareille situation. Est-ce que vous, la quête permanente du poste administratif, la quête permanente de privilèges auprès du pouvoir, la quête permanente de promotion dans l'administration n'explique pas la réticence de l'intelligentsia guinéenne, de l'élite guinéenne à intervenir lorsque, par exemple, le pouvoir et l'opposition sont en confrontation? Je crois que le contexte guinéen est particulièrement sensible par l'absence de la société civile en tant qu'espace de pression et d'interpellation. Et cette absence, malgré toutes les luttes menées par les syndicats et par le mouvement social, a été freinée par le mariage entre l'exécutif et les organisations représentatives de la société civile pendant la transition. Donc, cela a bloqué l'élan de la société civile, premièrement, et deuxièmement, des responsables de la société civile ayant engagé ou s'étant engagés politiquement ou en soutien à des structures politiques, à continuer à affaiblir. Et des prises de position personnelles. Ce qui corrige tout ça aujourd'hui, et je crois que c'est le sens que je vais donner à votre émission du jour, c'est de lancer un appel à l'ensemble des cadres guinéens, l'ensemble des hommes et des femmes qui peuvent dire un mot. Je crois que le gagnant en termes de société civile dans cette transition, c'est les journalistes. Malgré 3 années de gestion aujourd'hui, post-électorale, post-présidentielle, personne ne vous dira qu'un journaliste guinéen est taxé d'ethnocentrique à partir de ses déclarations, à partir de ses émissions. Donc la société civile dont il est question commence par la presse, par les médias, et c'est vous qui devez commencer à inviter, à interroger et à écouter des cadres à tous les niveaux qui ne sont pas des partis politiques pour faire entendre la société guinéenne, la société qui compose les 12 millions de Guinéens. Ok, docteur, toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est comme ça que nous arrivons à la fin de cette émission. Et nous nous serons vraiment formés perte et fenêtre de cette émission sans remercier les premiers intervenants. Dr Ibrahima Kourouma, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. Monsieur Alioune de la radio à Dakar. Maître Amadou Tidiane Kaba, avocat à la cour. Et tous ceux qui ont appelé ou ont tenté vraiment de nous avoir. Et enfin, mademoiselle Fatima Diallo, qui est stagiaire à Ignace Dine, et sa sœur Abayatou, qui sont tout le temps à l'écoute de cette émission, et mademoiselle Baratou, si elle est étudiante. En tout cas, à tous et à chacun, merci et à dimanche prochain, si Dieu le veut bien. Monsieur Talibé, je crois que vous amènerez vos enfants à l'école demain lundi. Il reste à régler le cachet, je compte sur vous. Ok, en tout cas, merci aux élèves de venir demain à l'école. Soyons vigilants pour éviter les erreurs démocratiques, les pièges politiques.